dans l'ensemble maintenant. C'est à peu près ce qu'indiquent tous les soins et ce que nous, on constate dans la rue. Et ces gens-là, on ne les entend pas. Bon. Donc, pour se faire entendre, à un moment donné, il faut effectivement, j'allais dire, utiliser des moyens qui fait que d'ailleurs on en parle ce matin, qui font le buzz, qui permettent de signifier, contrairement à ce que dit le gouvernement, que cette grève n'est pas en train de s'éteindre. Elle s'étend en réalité en termes de profession. Je vous laisse éteindre les téléphones parce que ça vibre sur le plateau. Merci. Les actions spectaculaires, Mounir Mahjoubi, quand on entend Éric Coquerel, on est obligé d'en arriver là face à la surdité du gouvernement. Moi, ça me désole à chaque fois. Et quand M. Coquerel, chaque matin, vient en soutien à toutes les actions les plus spectaculaires, on n'est pas au spectacle. Ah, mais c'est pas le spectacle. Non, ça, vous allez me laisser parler. Chaque fois que je vous regarde, voir les grévistes avec vous êtes excellent dans le mansplaining. Vous coupez les femmes, vous coupez les hommes, vous prenez la parole à chaque fois, vous allez me laisser parler. Moi, je ne supporte plus de voir chaque matin aller... c'est fait pour. Vu la politique que vous défendez. Non, mais pour c'est laisser parler tout le monde. Vous savez quoi? Vous ressemblez à ce que vous défendez. Vous empêchez les gens de parler. Vous empêchez le gouvernement aujourd'hui d'amener jusqu'au bout ses propositions. Ouais, j'entends la colère, j'entends le désespoir de certains qui sont en train de manifester. Mais moi, je leur dis, faites attention à ceux qui vous manipulent. Vous faites partie de ceux qui manipulent. Pendant que vous leur faites faire ça, pendant que vous leur dites qu'il n'y a que ça à faire, eh bien, ils ne participent pas au débat. Aujourd'hui, il y a des professeurs qui ont très peur pour leur avenir, très peur pour leur rémunération, très peur pour leur retraite. Est-ce qu'ils sont en train de discuter avec le gouvernement? Est-ce qu'ils croient encore à ce que nous disons? La réponse, c'est non. Ils ne nous croient plus. Pourquoi? Parce que des gens, comme vous, agitent ainsi tout ce mouvement social pour les empêcher eux-mêmes de s'engager pour les transformer. Les gens sont idiots. Les gens ne sont pas idiots. Les gens sont en colère. Les gens sont en colère. Les gens vivent... Mais vous êtes méprisant, regardez-vous. Regardez-vous. Pas un argumentaire, vous ressemblez à ce que ressemble à rien. Je vous écoute. Et vous trouvez ça formidable que ces enfants, ces jeunes, aient à piétiner ces livres. Vous soutenez ça? Vous venez dire que vous le soutenez. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je trouve ça terrible. Non, mais ça va, c'est bon, c'est à peu près tous les éléments de langage qu'on entend chez les macronistes, sur les réseaux sociaux. On aurait des grévistes qui ne sauraient pas pourquoi ils font grève, qui seraient manipulés par les uns extérieurs. Venez avec moi voir les grévistes, au lieu d'avoir ce genre de discours qui laisserait entendre que quelque part, il y a des responsables politiques, puis d'un côté, il y a des grévistes, les responsables politiques manipuleraient les grévistes qui n'auraient pas compris toute l'étendue et toute la qualité de votre réforme. Les grévistes, moi, je les reçois au quotidien. Des gens qui seraient invités à dialoguer, alors même que vous avez clos le dialogue, puisque le projet de réforme que vous avez présenté, c'était celui de départ et c'est celui de fin, et que vous n'écoutez pas la majorité des syndicats en France qui le refusent. Mais non, je ne demande pas, c'est la réalité. Là, pendant que vous parlez, vous mentez. Alors, allez-y. C'est pas... J'étais avec la CFDT cette semaine. L'addition des syndicats qui sont contre votre projet ne sont pas majoritaires aujourd'hui dans le public et dans le privé. Là aussi, vous mentez. Pour arriver à cette majorité, vous faites un faux calcul. Le premier syndicat, c'est la CFDT. Donnez-moi votre calcul. En discutant avec la CFDT. Donnez-moi votre calcul. CGC, FO, FSU, CGT, Solidaire, c'est une majorité par rapport à la CFDT et l'UNSA. Nous sommes voisins de circonscription, je suis dans le 19e arrondissement à Paris. Non, mais vous contredisez ça. Vous êtes en Seine-Saint-Denis. Eh bien, on va voir ce qui va être fait après. Voir ce premier syndicat, moi j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je ne dis pas que la CFDT n'est pas le premier syndicat dans le privé, je dis que l'addition des syndicats, CGC, Solidaire, FO, CGT, je dis ça parce que très souvent, vous utilisez, exactement comme certains médias qui vous suivent, l'idée que ça serait seulement la CGT. Je vous dis que l'addition de ces syndicats, font qu'ils sont majoritaires dans le public et dans le privé. Aujourd'hui, il y a des syndicats qui proposent d'un point de vue des syndicats, vous avez une opposition à votre projet, et du point de vue de la population, vous avez une opposition à votre projet. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de vos mots, ils ont lu ce projet. On a un peuple très politique. Comme pour le traité conseil européen, où on pensait qu'ils ne liraient pas, ils l'ont lu. Et là, ils ont lu le projet, et ils savent que l'arnaque que vous êtes en train de faire. Contrairement à vous, moi j'ai été délégué syndical pendant près de 10 ans. Donc j'ai consacré une grande partie de ma vie à faire des grèves quand c'était nécessaire, à m'engager. Venez avec quel syndicat? J'étais à la CFDT à Paris, dans un centre d'appel. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et il y a des totems dans certains syndicats. Il y a certains totems chez certains syndicats. Par exemple, à la CFDT, ce totem, c'est les carrières longues et ceux qui commencent à travailler tôt. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit on n'acceptera pas un âge pivot qui ne tient pas compte de cette durée du travail. Attendez, avant qu'on aille sur le fond de la réforme. On peut parler du fond, on peut dialoguer. On va parler du fond et on va parler de l'âge pivot et on va parler de la suite si vous tous les matins et que vous répétez à satiété. Parce que sur le fond, il n'y a aucun argument. Messieurs, du côté de la CGT, sa branche énergie, revendique plusieurs coupures de courant. À ce sujet, Édouard Philippe s'est montré très ferme hier. Il veut des sanctions. Même Philippe Martinez semble un peu gêné ce matin. On écoute les deux. Il y a des coupures d'électricité qui sont ciblées. Il peut y avoir autour des établissements ciblés
des coupures qui sont fortuites. On ne vise pas les citoyens, même s'il peut y avoir quelques dégâts, on va appeler ça, j'aime pas ce terme, mais quelques dégâts collatéraux. Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant, tout cela, c'est méconnaître la démocratie, tout cela, c'est méconnaître la loi, et tout cela doit être sanctionné. Éric Coquerel, vous êtes la France Insoumise aux côtés des grévistes depuis le début. Est-ce que vous approuvez ce type d'action, les coupures d'électricité en l'occurrence? Oui. Oui, j'approuve ces types d'actions. Qui sont hors la loi. Voilà, j'approuve parce qu'elles sont faites, sont peut-être hors la loi. Avant 2004, elles étaient dans la loi. Donc, convenons ensemble qu'il y a des moments où le droit de grève, quelque part, est limité par un rapport de force. À partir de 2004, elles ont été mises hors la loi. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que les coupures qui ont lieu, hier, il y en a eu de 5h30 à 8h, elles donnent beaucoup lieu à des fake news. Par exemple, une fois, on nous a dit qu'à Dax, il y avait eu un hôpital coupé, on s'est aperçu que c'était absolument faux. Hier, pendant un moment, on a expliqué que la tour de contrôle des aéroports de Paris, d'Orly, avait mis en danger des avions parce qu'elle avait été coupée, alors qu'il n'y a eu que les commerces à Orly qui ont vu leur électricité coupée. Donc moi, je trouve que tout ce qui consiste à montrer que dans ce pays, il y a des gens qui produisent les richesses, y compris les intimidations, les insultes homophobes, empêcher les autres de travailler. Dites-moi si vous êtes pour, dites-moi si vous allez produisent leur travail. La CGT a fait un communiqué dénonçant ces propos-là. Alors arrêtez. Si vous voulez, vous allez aussi nous faire le coup sur les intimidations, sur les intimidations, comme avec les gilets jaunes, vous allez comme ça argumenter. Calmez-vous. Sur les intimidations, vous êtes pour ou vous êtes contre? Je vais me calmer parce que là, vous m'avez coupé sur les intimidations et c'est volontaire. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Je continue à vous expliquer à votre question et non pas aux provocations de mon collègue d'en face. Je trouve que tout ce qui montre qu'il y a des gens qui produisent des richesses et que sans ces gens qui produisent des richesses, eh bien, la production s'arrête en France. C'est quelque chose qui est utile. C'est quelque chose qui est utile quand on a un gouvernement jusqu'au boutiste qui est en train de vouloir faire passer un projet de réforme, je le disais tout à l'heure, qui, même en dehors de l'âge pivot, consiste à un recul sans fin de l'âge de la retraite, une baisse des pensions et des cadeaux à la retraite par capitalisation. À partir de là, qu'on ne veut pas entendre les gens qui font grève pendant plus de 45 jours, c'est la plus grande grève de la Ve République. Plus de 45 jours. Eh bien, je trouve normal, je termine là. Je trouve normal qu'à certains moments, on puisse, j'allais dire, aller aux limites de la légalité, parce qu'il faut se faire entendre. C'est pas aux limites, c'est au-delà. Vous n'avez aucune limite. Radical et extrémiste. Mounir Mahjoubi, plus de 45 jours, effectivement, quasiment sans transport. Hier, c'était 30 000 foyers qui étaient privés d'électricité dans le Val-de-Marne. Donc, les Français qui, en tout cas en Ile-de-France, avaient beaucoup de mal à voyager et à aller travailler aujourd'hui sont sous la menace de coupure d'électricité. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup ? Mais imaginez, dans n'importe quel autre contexte, qu'on vous raconte l'histoire de personnes qui empêchent certaines de se déplacer, à qui on a coupé l'électricité, qu'on menace parce qu'elles vont travailler ou parce qu'elles démarrent un autobus. Si on nous racontait ce contexte à un dîner de famille, on dirait mais qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est quoi cette dictature venue du bas? Ce que vous racontez, vous appelez ça une insurrection populaire. Je vous ai entendu parler une insurrection citoyenne. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, insurrection? Vous vous rendez compte du contexte dans lequel vous pensez que la France est? Contexte en France, vous croyez sincèrement que la France est dans le contexte de 1789? Vous croyez que... Vous n'entendez pas le contexte? Donc c'est le rêve d'une vie pour vous, c'est la révolution? C'est pas le rêve d'une vie. Je décris la situation en France, elle vous déplaît, je peux le comprendre. Non, je vous décris une situation en France. Vous êtes dans un désir performatif. Vous rêvez que parce vos que la désirs de majorité révolution dont vous faites partie, où là, depuis 5 minutes, je vous entends plus parler que je vous ai entendu dans l'Assemblée pendant 1 an. Mais c'est pas très grave. Dites pas n'importe quoi. Je vais vous dire une chose. Je suis revenu, j'ai été plus présent que vous, j'ai fait 3 rapports, une mission d'information. La majorité que vous représentez, par exemple l'an dernier, je vais vous dire pourquoi c'est insupportable. C'est que vous avez fait, par exemple, sur 1 an, 400 millions de cadeaux fiscaux aux 60 000 Français les plus riches. Vous avez annoncé les chiffres officiels, vous avez produit... Mais arrêtez de dire que vous mentez quand vous n'avez aucun chiffre et qu'on vous donne des chiffres officiels qui sont ceux de... Donc vous avez produit 400 000 pauvres de plus en plus. C'est pour ça que les gens sont en insurrection citoyenne. C'est pour ça que vous faites face à la plus grande mobilisation sociale de la Ve République. Je suis venu dans votre circonscription, c'est pour ça que vous vous opposez. Pardon, je comprends que vous vous opposiez, je comprends que vous ne soyez pas d'accord, mais écoutez-vous un minimum, ne serait-ce que pour nous et pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il faut des sanctions? Donc vous êtes d'accord avec des sanctions absolues pour tous les malades à domicile. Il y en a 2 qui ont été mis en garde à vue ce matin, simplement pour des coutures. Vous devriez être content, ça s'additionne sur toutes les gardes à vue. Non, l'argument des malades à domicile qu'on a entendu par la ministre des Transports, c'est un faux argument. Les malades qui sont sous oxygène à domicile, ils ont des batteries de secours, donc il n'y a pas de risque vital. Et tous les badges de sécurité des personnes âgées, tous les systèmes de sécurité.
faut arrêter l'argument médical. Dans les hôpitaux, les cliniques, il y a des groupes électrogènes, il n'y a pas de risque. Il faut arrêter avec ça. Mais il y a deux discussions en même temps, c'est pas possible. Monsieur Coquerel, est-ce que l'aspect spectaculaire des actions qu'on voit en ce moment, c'est pas pour compenser justement la faiblesse du nombre de gens qui sont maintenant mobilisés? C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, moins on est nombreux, plus on essaie de faire des choses spectaculaires et donc à la limite de la légalité. Je voudrais terminer quand même une chose sur la question de l'électricité. D'accord ? Parce que soit on considère que jamais il doit y avoir de coupure d'électricité dans ce pays. C'est la continuité du service public, normalement. Donc c'est la continuité. On considère qu'il ne doit jamais y avoir de coupure parce qu'on met en danger des gens, parce qu'on considère que couper l'électricité fait partie des droits fondamentaux et qu'on ne peut pas le faire. Mais dans ces cas-là, EDF ne doit pas couper l'électricité à des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent plus payer. Et je vais vous dire, les syndicats qui aujourd'hui font ces mouvements, ils demandent depuis très longtemps, et pendant le mouvement, ils ont même rétabli l'électricité de gens qui n'arrivaient plus à payer l'électricité. Donc il ne faut pas d'un côté expliquer qu'il peut y avoir des coupures, ce n'est pas très grave, parce que tout d'un coup, l'électricité serait un marché. D'ailleurs, vous allez privatiser une partie de la production électrique en France, vous vous apprêtez à le faire, mais si, bien sûr, avec Hercule, vous vous apprêtez à le faire. Tout ce qui est le plus rentable, vous allez les privatiser, comme vous le faites avec ADP et autres. Donc on ne peut pas à la fois, tout d'un coup, être scandalisé parce qu'il y a des coupures d'électricité ciblées qui n'ont touché aucun hôpital, qui n'ont touché absolument personne d'un point de vue vital, contrairement aux fake news qui nous distribuent. Et puis d'un autre côté, trouver normal que tout le long de l'année, il y a des gens qui sont privés d'électricité. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, j'allais dire, ce qui s'exprime est à géométrie variable comme par hasard. En réalité, ce que veut le gouvernement, il ne veut pas voir qu'il y a dans ce pays des gens qui ne supportent plus sa politique, qui sont opposés frontalement à la question des retraites. Et comme on ne les a pas entendus lorsqu'ils se sont mis en grève, enfin, quoi qu'on ne les a pas entendus, on a eu à peu près les mêmes discours sur le transport qu'on a aujourd'hui sur l'électricité, je le dis comme ça en passant, eh bien, on est en train d'essayer de criminaliser le mouvement. Un jour, c'est la Rotonde qui aurait été incendiée, soi-disant, sans aucune preuve. Tout le week-end, on a entendu ça. Par des gens opposés à Macron sans aucune preuve. Maintenant, c'est des coupures d'électricité. On a l'impression que ceux qui le font sont des délinquants. Eh bien, ce n'est pas des délinquants, c'est des gens qui se battent pour leur système de retraite auquel ils tiennent. Voilà ce que je pense. Et voilà pourquoi j'assume ces coupures. Moi, je crois qu'il y a des biens communs sacrés. L'électricité, c'est un bien commun sacré. Les transports, c'est un bien commun sacré. Nos vies sont construites parce que nous savons que nous avons à disposition l'électricité, parce que nous savons que nous avons... Et il y a la retraite. Et vous savez que c'est au nom de la défense de ce bien commun que dans cette réforme des retraites, nous essayons de lui donner un avenir à cette retraite. En envoyant les gens travailler jusqu'à 67, 68, 69 ans. Est-ce que vous oserez dire aujourd'hui, ce matin, que notre gouvernement, notre majorité a décidé qu'il y ait moins d'argent dans le système de retraite, que l'on participe moins au système de retraite? Bien sûr. 14% de PIB, vous allez limiter quel que soit le nombre de retraités. Donc vous allez diminuer les parts de la richesse nationale consacrée aux retraites. Vous dites est faux. Écoutez, c'est votre texte. C'est une... ça s'appelle la règle d'or. Vous l'avez lu. C'est une très confortable. Vous l'avez lu. Vous l'avez lu. Non seulement j'ai lu et j'ai participé à le soutenir. Monsieur, c'est pas moi le négociateur de ce texte. Donnez-moi les articles. C'est pas moi le négociateur. Pour vous mettre d'accord, le texte n'a pas été déposé. Le Conseil d'orientation des retraites. Heureusement ça, il a été diffusé. Messieurs, pour vous mettre... Vous savez ce que vous dites. Messieurs, pour vous mettre d'accord, c'est les articles 1, 2 et 3. C'est des articles qui décrivent la règle d'or. Pour vous mettre d'accord, le Conseil d'orientation des retraites prévoit que 14%, ça va être le maximum nécessaire avec une perspective à 50 ans. C'est un rapport de novembre dernier. Non, le rapport prévoit qu'avec 14% de PIB, si on n'augmente pas le 14% de PIB, mais c'est un choix politique, eh bien, on va arriver à un certain moment à un certain déficit, d'ailleurs, relativement faible par rapport aux déficits qui vont être provoqués, c'est un autre sujet, par la loi qui va être mise en place. Et manifestement, on discute entre des gens qui ont lu la loi et des défenseurs qui ne l'ont pas lu et qui Monsieur Coquerel, ne jouez pas avec ça, vous ne l'avez pas. Monsieur Coquerel, vous n'avez pas lu le texte de la casse de la retraite pour quelque chose qui améliorerait la situation. Je vais vous poser deux questions, donc une à chacun, et si on pouvait y répondre calmement, ça serait encore mieux. La première, Monsieur Coquerel, c'est clair que vous avez obtenu un soutien, le mouvement de grève a obtenu un soutien majoritaire. Mais ça se dirige vers un échec historique pour la CGT, parce que vous n'avez pas réussi à entraîner le privé, parce que la CGT a démontré son incapacité de bloquer le pays. Donc comment se sortir et éviter une humiliation pour le mouvement ouvrier à laquelle vous participez d'une certaine façon en soutenant tout ce qu'ils entreprennent. Ça, c'est la question pour vous. Si je me permets une question à Mounir Majoubi très rapidement, c'est vous étiez censé commencer un acte 2 sur le dialogue social. Eh bien, le dialogue social, ça a commencé super mal. Il a fallu ce mouvement de grève, et celui de la CGT d'ailleurs aussi, pour que vous concédiez à la CFDT un recul, dont elle a su saisir l'importance. Mais à part ça, je veux dire, est-ce que vous allez enfin
enfin vous décidez à vous saisir du dialogue social et permettre une sortie à la CGT qui ne soit pas une humiliation, qui aura des conséquences catastrophiques. Voilà ce que je... Allez-y. Alors première question. Vous me permettrez, avec tout le respect que je vous dois, de considérer que vous êtes en train de traduire une situation avec des mauvaises lunettes. On n'a pas la CGT d'un côté qui prendrait la décision, comme on essaie de le peindre, de bloquer le pays et de décider. On a un mouvement de grève qui est parti de la base, au départ. D'accord ? La RATP, en septembre dernier, il y a eu après des actions à la SNCF qui ont eu aussi comme particularité au centre de maintenance TGV de Châtillon d'être faits en dehors même des préavis légaux. Donc vous avez des grévistes qui ont décidé, j'allais dire, de pousser et de se mettre en grève, et ce sont les AG qui décident. Ça, c'est la première chose. Et ce qui fait qu'on a ce mouvement un peu particulier, dont je vous rappelle qu'il a commencé avant même, contrairement à d'autres mouvements dans le passé, avant même que la loi arrive à l'Assemblée. Donc on est loin d'être sorti de cette question. Deuxièmement, je le répète, parce que tout à l'heure j'ai essayé de faire l'énumération, mais je crois qu'on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre pour schématiser ce qui se passe. La CGC, Force ouvrière, la FSU, Solidaire, la CGT, ce n'est pas la seule CGT, ce n'est pas seulement M. Martinez dans l'action. Donc arrêtons de caricaturer et laissez penser qu'il y aurait simplement quelque chose comme la une du Point. Là, on voit Martinez en caricature, comme on a vu Mélenchon dans le temps. Tous les gens qui s'opposent à un moment donné au système sont caricaturés. Ce n'est pas ça qui se passe. Et comme ce n'est pas ça qui se passe, vous allez avoir des surprises dans les mois à venir. Parce que moi, je crois que ce mouvement n'est pas du tout terminé. Vous avez raison sur une chose. Dans le privé, ça devient extrêmement dur de faire une grève. Ça, c'est vrai. Par le rapport de force sociale, d'ailleurs, dont on discute d'ailleurs un peu ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qui est admissible, comment on admet des choses qu'il y a 20 ans, on aurait admis en termes de coupure d'électricité. Il y a un rapport de force dans le privé qui est très dégradé, et les gens, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils veuillent, et je vous assure qu'ils sont opposés à ce projet de retraite, ils se mettent difficilement, ont des difficultés pour se mettre en grève. Mais pour autant, je crois que ça n'empêche pas que les gens, cette colère sociale, elle monte. Et là où je trouve que le gouvernement joue un jeu extrêmement dangereux, c'est que quand vous avez une colère sociale qui monte dans le pays maintenant depuis plus d'1 an et demi, avec des choses qui en découlent, des gens qui sont blessés, des arrestations, des gardes à vue, des mutilés à vie, etc. Et qu'à aucun moment le gouvernement n'entend, par exemple sur le projet de retraite, que vous avez une majorité dans la population qui ne veut pas, alors oui, vous prenez le risque de tensions supplémentaires qui, à un moment donné, peuvent entraîner des choses qu'on peut regretter les uns et les autres, que ce soit de la part des forces de police, comme on l'a vu depuis quelques jours, ou de la part de telle ou telle action. Mais la responsabilité, elle est de la part du gouvernement qui est en train de bloquer le pays pour imposer un projet qui est minoritaire dans ce pays. Mounir Mahjoubi, répondez d'abord à Éric Coquerel et ensuite à Nicolas, s'il vous plaît. Moi, je ne doute pas de votre sincérité, Monsieur Coquerel. Vous êtes député d'une circonscription très populaire et même très pauvre. Moi aussi. Moi, je crois que vous voulez vraiment vous battre pour les personnes qui ont le moins et qui aujourd'hui essayent de s'en sortir. C'est aussi mon cas. Et vous savez, il y a le sujet des retraites, mais cette année, là, on va prendre du retard à cause des mobilisations, à cause de ces ralentissements sur le minimum universel. Qu'est-ce qu'on promet à ceux qui aujourd'hui n'ont rien ? Qu'est-ce qu'on promet à ceux qui aujourd'hui touchent ces minima ? Qu'est-ce qu'on leur promet pour leur avenir ? Il y a la dépendance. Qu'est-ce qu'on promet aux dépendants ? Aujourd'hui, les dépendants, soit vous êtes très riches et on s'occupe de vous, soit vous êtes au milieu et là, il faut que vos enfants soient présents et malheureusement, ils n'y arrivent pas, soit vous êtes pauvres et aujourd'hui, vous êtes laissés à la rue. Donc, le sujet aujourd'hui de la solidarité des quartiers populaires, des quartiers pauvres, c'est pas uniquement cette mobilisation. Vous pensez que le gouvernement aujourd'hui est dans une révolution contre les plus pauvres et contre les plus faibles et que vous seriez les seuls à pouvoir les protéger. La réalité, c'est que dans ce système de retraite à points, qui aujourd'hui sera le plus protégé ? Les plus pauvres des retraités. Dans le système du minimum, du minimum universel, qui sera le plus protégé ? Les plus pauvres de vos quartiers. Les plus pauvres de vos quartiers et de mes quartiers, des quartiers où j'habite, où vous habitez. Qui demain sera protégé ? Les plus vieux de nos quartiers les plus populaires. C'est ça la vérité du combat qu'on doit mener. Moi, je ne veux pas qu'on se trompe de combat et qu'on mente aux Français. En agitant les épouvantails d'un côté, on empêche d'amener les débats là où ils devraient être. À l'Assemblée nationale, à France Insoumise, ne participe pas au débat sur les retraites, puisque vous êtes contre. Vous empêchez que nous discutions. Là où d'autres partis à l'Assemblée nationale, qui sont pourtant dans l'opposition, viennent faire des propositions. Là, pour le coup, vous mentez, mais c'est pas très grave. Vous proposez des projets alternatifs. Tous les amendements depuis 2 ans que nous avons déposés en contenu, etc., vous verrez que vous mentez, mais vous les avez peut-être pas entendus, votre présence. Mais, monsieur, non, mais écoutez, je décris, vous mentez, c'est un peu dommage. Nous sommes voisins de circonscription, nous sommes dans la même assemblée.
Non. Ah si, bon, enfin c'est pas grave. Ce que j'essaye de vous dire. Là aussi, les gens peuvent aller regarder les amendements que nous avons déposés, le débat parlementaire. Vous vous rendez compte parce que la moyenne d'application d'un député France Insoumise par rapport à un député En Marche, il n'y a pas de regardez ce que vous êtes en train de faire. Mais non, mais arrêtez de balancer des choses qui sont des fake news à répétition. Alors, je reviens sur la retraite. Mais non, monsieur Coquerel, je ne sais pas, vous de répondre sur les retraites. Mais non, si, il faut regarder concrètement. À laquelle je vais répondre avant que vous puissiez continuer. Non, mais d'accord, vous ne répondrez pas. N'importe quoi. Je vous ai laissé dire n'importe quoi pendant 1 heure. Donc, laissez-moi répondre sur les points. On ne coupe pas la parole aux gens. On ne s'impose pas comme ça dans la parole d'une personne. Nicolas, est-ce que tu peux rappeler? Est-ce que vous pouvez J'attends quand même une réponse à ma question. Est-ce qu'il y a moyen quand même d'offrir à ce mouvement qui est d'ampleur une sortie honorable? Parce que moi, je m'inquiète sur ce que vont devenir ces gens qui se sont battus et qui ne doivent pas sortir humiliés d'un conflit. Quand on sort humilié, c'est ce qu'il y a de pire. Ça veut dire un vote pour l'extrême droite dans quelques mois, en 2020. Donc comment vous faites pour, au fond, rétablir un dialogue social qui, effectivement, a singulièrement manqué alors que vous l'avez proclamé? Aujourd'hui, on débat des pratiques extrêmes de ce mouvement social. La réalité, c'est que la majorité de ce mouvement social n'est pas dans les pratiques extrêmes. La majorité des militants CGT que j'ai connus, contre qui je me suis présenté, contre qui j'ai longtemps bataillé, ont été des personnes avec qui j'ai pu participer à diriger des entreprises, participer à représenter les personnels. Ces gens-là n'ont pas l'intention de mettre à plat notre démocratie. Mais certains, oui. Et je pense que vous, M. Coquerel, vous le souhaitez. Mais donc, ceux-là, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, vous êtes une bande de violents homophobes qui empêchent les autres de travailler, qui coupent l'électricité à tout le monde et qui bloquent les trains. Ou on leur dit, non, nous, on considère que votre parole doit avoir un sens, mais il faut pouvoir la transformer politiquement. L'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que la République En Marche, la majorité, le gouvernement, est capable de laisser une place à cette parole? Il y a eu, moi je considère, une incompréhension sur le sujet de l'âge pivot et sur les totems de certains syndicats. Dans les syndicats réformistes, il y a des sujets qui sont très importants. Ils n'ont pas été entendus au bon moment. Aujourd'hui, ils le sont. Et la leçon qu'on doit retenir de tout ce qui est arrivé ces dernières semaines et de ces derniers mois, c'est que sur les grands sujets de société de transformation, que sont celui de la réforme des retraites, mais encore une fois, celui des minimums donnés à ceux qui sont les plus pauvres et sur celui de la dépendance, on ne peut pas faire sans eux. Ce sujet des retraites, c'était un sujet que nous avions construit, que nous avions commencé à travailler depuis près de 3 ans. Certains d'entre nous ont pu considérer que le débat avait eu lieu pendant la présidentielle. Ça n'est pas le cas. Nous devons plus, dans les mois qui viennent, engager les syndicats. Mais vous savez, pendant qu'on s'insulte ici et qu'on parle très fort, sur le sujet des hôpitaux, il y a des manifestations, mais il y a aussi des négociations. On dirait qu'on pourrait répondre. Parce que là, ça fait 9 mois qu'on est en grève et il y a 0 négociation. Pardon. Et les vous pouvez dire qu'elle a démarré. Les 1200 chefs de service démissionnaires, c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y a aucune avancée justement en termes de négociation. Je suis bien placé. Moi, ça fait 9 mois que je suis assis, je sors de garde d'arrondissement. Il faut que je pleure mon assignation auprès du directeur ou les directions de l'hôpital n'en ont rien à faire. Vous avez reconnu qu'aujourd'hui, cette discussion a enfin lieu. Ah non. Alors moi je écoutez, vous savez ce qu'on va faire tous les deux. On va aller ensemble, je vais vous dire une chose. À Gennevilliers et à Part-de-la-Villette. Ensemble à Robert Debreu, j'étais il y a peu de temps. C'est dans ma circonscription et j'y vais régulièrement. C'est en bas de chez moi. On va y aller ensemble. On va écouter ce que nous dit ensemble le personnel, d'accord, de pédiatrie. J'ai pas écouté ce que me disaient les gens de Robert Debreu. Moi j'y suis allé justement. Donc on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. Qu'on se visite chacun de nos circonscriptions. La situation est parfaite. Vous voyez, regardez, je vous propose quelque chose. Allons-y. D'accord. Allons-y ensemble. Vous parlez au nom des salariés, vous parlez même au nom, soi-disant, d'une majorité silencieuse de la CGT qui rejetterait. Donc on va aller ensemble. Dans ce service pédiatrie, voilà, on s'y engage, on va l'écouter, ce que nous disent le personnel. C'est de là qu'est parti l'appel des démissionnaires. C'est de là qu'est parti l'appel, parce que dans les services pédiatriques comme dans d'autres, ils n'en peuvent plus de cette politique MD, pas seulement depuis votre gouvernement, ça fait plusieurs gouvernements successifs, mais vous l'aggravez et vous faites semblant de la rétablir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants du 19e arrondissement, d'accord, quand ils sont malades, on les envoie à certains moments à Rouen, ou on les envoie à Reims parce qu'il n'y a pas de lit disponible sur la région parisienne, et qu'il y a des infirmières qui travaillent 13 heures par jour sans continu, qui prennent 10 minutes pour manger leur sandwich, d'accord, avec une situation qui n'est plus supportable et qui ne tient que par rapport à leur dévouement. Alors arrêtez de parler quelque chose au nom des gens qui souffrent, comme si vous améliorez leur situation. C'est celle que nous sommes en train d'améliorer. Le système de retraite, parce que vous avez fait une très longue phase. Elle s'aggrave et la seule réponse qu'on a, c'est Ma Santé 2022 qui aggravera encore les choses. Pardon de vous le dire. Mais lançons un vrai débat et là, pour le coup, il y a des débat politique.
les professionnels de santé n'ont pas de réponse et ne sont pas écoutés. Enfin, on ne peut pas dire le contraire. Moi, je vous dis que Agnès Buzyn, depuis plusieurs semaines, et notamment depuis la mobilisation collective... Les gens n'entendent pas, ils ne comprennent pas. C'est les gens qui sont responsables. Ils ne comprennent pas le bien que vous faites à ce pays. Je ne parle jamais des gens comme ça. Je vais vous dire une chose. Attendez, je vais revenir sur le système de retraite, parce que vous avez fait une très longue phrase pour rien dire. Comment pouvez-vous dire à un moment donné qu'il va y avoir une amélioration, notamment pour les classes les plus populaires de ce pays, quand, par exemple, au lieu de faire en sorte que les moyennes de retraite s'établissent sur les 25 meilleures années, je regrette qu'on ne soit plus sur les 10 comme précédemment. Vous allez le faire sur toute une carrière, avec tout le travail précaire qui est développé, notamment par la casse des codes de travail que vous avez permis. Comment vous pouvez dire qu'à la fin, ça va faire des meilleures retraites pour les gens, et notamment tous ceux qui, justement, commencent tôt au niveau du travail? Parce que, bien évidemment, leur carrière, eh bien, elle va avoir une moyenne qui va se faire sur une situation qui est beaucoup moins bonne que quand on calculait sur les 25 années. Deuxièmement, quand vous avez un système par points où on explique qu'en réalité, une fois que le point aura été acquis, il ne vaudra à la sortie ce qui a été acquis que quand les conditions le permettront, en termes du nombre de personnes qui partent à la retraite en même temps, en termes de ne pas déposer des déficits plus de 5 ans, etc., contrairement à ce qui a été fait depuis des années, c'est-à-dire cette règle d'or que vous imposez, qui font qu'en réalité, quand vous allez commencer, c'est ça votre système, à cotiser, vous ne saurez jamais à quelle année vous pourrez réaliser cette retraite. C'est dans votre texte de loi. Ce qui fait, je vous le dis, et c'est le rapport de Levoy, puisque vous faites comme si rien n'avait été écrit, rien proposé, qu'effectivement, dans les décennies à venir, on va glisser sans arrêt toujours plus loin, tout simplement parce que vous avez décidé de ne dépenser que 14% du PIB, alors que les retraités, aujourd'hui, simplement, en font 20%. Eh bien, ce n'est pas le choix de société que je propose. Moi, je propose qu'on aille prendre de l'argent à ceux dont vous faites bénéficier depuis des années de cadeaux fiscaux, depuis 2 ans et demi, et là on prendra tous les chiffres que vous voulez, si vous voulez. Je suis à la commission des finances, donc ce n'est pas des chiffres qu'on invente, c'est des chiffres concrets, d'accord ? Tous les milliards d'euros qui ont été mis, nous proposons qu'on aille les récupérer et qu'on le mette dans ceux qui produisent du travail, et de faire en sorte que des gens puissent partir tôt à la retraite pour en profiter, surtout qu'il n'y en a pas 1 sur 2 qui atteint à l'âge de la retraite au travail, parce que ça encore, c'est aussi un autre problème. Donc voilà votre système, voilà ce que vous mettez en place, et vous aurez du mal à convaincre que pour les classes populaires, ça va être un mieux ce que vous proposez. C'est une casse du système de retraite par répartition, et seuls les plus riches pourront en bénéficier, parce qu'ils auront des retraites par capitalisation qui leur seront proposées, ce que vous mettez en plus dans la loi, puisque vous expliquez dans la loi qu'il va falloir généraliser, avantager ce système. C'est écrit. Monsieur Coquerel, croyez-vous sincèrement qu'on peut s'engager en politique, être une majorité, devenir député, devenir ministre, être ministre, avoir un gouvernement qui s'engage à détruire les plus pauvres d'un pays? La preuve. Vous croyez sincèrement? C'est ça qui fait le parcours d'une vie. On s'est réunis tous ensemble dans une pièce sombre en disant on va détruire les plus pauvres pour enrichir les plus riches. Vous faites du discours orwellien, c'est-à-dire que vous faites ça et vous l'enrobez de discours qui on laisse l'impression que vous amenez du progrès social et autres. Vous faites ça depuis 2 ans et demi. Tirer le fil jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on fait des séances secrètes entre députés à l'Assemblée nationale pour se dire comment on va anéantir les pauvres. Je ne sais pas si c'est des discussions secrètes ou si ça se passe à Versailles avec les 200 plus grosses entreprises mondiales, ou si ça se passe avec les potes de Macron qui sont à la finance. Mais je vous dis que cette politique avantage la finance. Et vous le faites d'ailleurs, vous le théorisez. Vous le faites avec la théorie du ruissellement, où vous dites on va mettre de l'argent dans les profits et à un moment donné, ça va jaillir dans l'économie. Au moins assumez-le. Sauf que ça ne marche pas. Ça fait 30 ans que ça ne marche pas, c'est ce que vous proposez. Donc nous, on préfère que l'argent aille du côté du travail. Allez, de ceux qui produisent des richesses. Je ne vais pas essayer de vous convaincre, je ne vais pas vous demander de nous croire, je vais essayer de vous convaincre. Vous êtes dans l'opposition la plus extrême, vous rêvez à la révolution. La réalité, c'est que ce soit dans le rapport de Levoy, dans la première version du texte, dans celle qui a été proposée au Conseil d'État, dans celle qui sera présentée au Conseil des ministres que nous ne connaissons pas, ni dans sa codification, ni dans celle qui nous sera... remarqué, il y a même des choses qu'on connaîtra après que la loi a été votée. Ni dans celle qui nous sera envoyée à l'Assemblée. Nous sommes députés, nous allons avoir un texte qui va arriver bientôt. Quand nous aurons ce texte, nous pourrons continuer. Mais déjà, dans les premiers éléments, vous voyez bien que ce système, tel qu'il a été pensé, les raisons pour lesquelles on a pris ce risque politique, pour les raisons pour lesquelles on a engagé la nation à rentrer dans ce débat, c'est qu'on est sincèrement tous convaincus que le système tel qu'il est aujourd'hui, il ne peut pas durer dans le temps. Non, ça fait partie des réformes structurelles qui sont notamment imposées par l'Union européenne, à laquelle vous avez validé largement. Nous ne subissons pas, nous décidons. Un tout petit peu de hauteur, pardon messieurs. Juste analysons. Voilà, non, juste une dernière question. Il y a un point quand même avec Coquerel sur lequel, pardon, je ne suis pas convaincu. J'entends votre passion, j'entends un certain nombre de vos arguments, mais je ne crois pas qu'un parlementaire puisse, au fond, lui qui vote la loi, qui doit l'incarner, dire c'est pas grave si on fait quelque chose d'illégal. Et en plus,
je ne comprends pas que vous ne soyez pas choqué qu'on piétine des livres, par exemple. Hein, les livres en question, c'était... Qu'on les jette, même les des manuels. Non, les manuels en question, en réalité, ils n'étaient plus d'actualité. Je prends cet exemple. Les coupures d'électricité pour les gens. Qu'est-ce que vous diriez d'un parlementaire qui interviendrait pour soutenir l'évasion fiscale, en disant aux ces patrons qui font de l'évasion fiscale, ils ont tout à fait raison parce qu'on leur prend trop d'argent. Mais je vais vous répondre, je vais l'assumer. Vraiment, je suis choqué. Non mais, comment vous soyez choqué, je vais l'assumer. Moi, mes références, c'est les Lumières, c'est Locke, etc. Il y a un moment donné où il y a le droit, effectivement, à l'insurrection quand il y a un monde injuste qui s'impose. Et dans ce que vous êtes en train de dire, moi, je suis plus choqué en tant que parlementaire que pour imposer un système injuste à une population. On mutile des dizaines de personnes, d'accord ? On instrumentalise la police comme elle a rarement été instrumentalisée sous la Ve République, au point même que là, ça a tellement été loin qu'on commence à avoir des regrets de la part de ceux qui ont nommé, par exemple, un préfet comme l'Allemand, qui impose une politique qui n'a aucun rapport avec le droit de manifester, mais plutôt le fait d'empêcher, d'intimider les manifestants. Moi, ça me choque beaucoup plus. Ça me choque plus que depuis 2 ans et demi, d'accord, on a un gouvernement qui fait du cadeau aux plus riches, mais comme on l'a jamais vu dans la Ve République, qui est en train d'accroître les inégalités, qui supprime les APL, qui est en train de casser le système de retraite et qui fait exactement comme s'il faisait l'inverse. Donc je vous réponds, Nicolas, je suis en colère. Je suis en colère comme les gens qui s'expriment. Et à partir de là, en tant que militant, en tant qu'élu, et on verra bien ce que pensent les gens qui m'ont élu, eh ben moi, ça ne me choque pas qu'à un moment donné, il y ait des coupures d'électricité ciblées. Ce qui me choque éventuellement, on verra bien. Ce qui me choque, c'est les fake news. C'est-à-dire ceux qui, pour attaquer ces gens-là, disent il y a des hôpitaux qui ont été coupés, etc. etc. Ça va. On entend votre colère et vos opinions. On va passer à une autre actualité, si vous le voulez bien. Emmanuel Macron est arrivé en Israël.